Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du Master Distribution et Relations Clients, nous vous souhaitons la bienvenue à la 18e édition des SCOPS, l'Observatoire de l'innovation commerciale. Ce soir, Laurane, Sarah, Luna, Guillaume et moi-même, Manon, co-animerons cette cérémonie. Pendant 1h30, nous vous promettons toujours plus d'audace, d'authenticité et de découverte. Après une année riche en veille stratégique et en exploration des tendances émergentes, nous vous avons préparé une soirée riche en concepts innovants et en surprises. Avant de commencer, nous souhaitons remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique qui nous a accompagnés tout au long de l'année et a été d'un soutien sans faille. Il s'agit de Julie Hermann, Sarah Lasserie, Geoffroy Normand, Valérie Renaudin, Estelle Haas et Antoine Fichot. On peut les applaudir. Les diapos sont à jour. Nous laissons sans plus attendre la parole à Julie Hermann et Valérie Renaudin pour introduire cette soirée. Merci. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 18e édition des SCOPS. Alors, 18 ans, ce n'est pas rien. Dès le début, nous avons cru à la capacité de remplir un amphithéâtre avec un public de professionnels pour écouter des étudiants leur parler d'innovation commerciale. C'était un sacré pari. Au fur et à mesure, l'Observatoire s'est structuré, notre méthodologie s'est renforcée, notre accompagnement a progressé, et le nombre de personnes dans la salle a augmenté. Alors les SCOPS, c'est 18 ans d'une formidable expérimentation pédagogique, 18 promotions d'étudiants curieux avec qui nous avons cherché, creusé, analysé, chronométré. Bref, 18 ans, c'est une étape et ça se fête. Cet observatoire est le fruit d'une belle collaboration avec notre partenaire Bearing Point qui a accompagné les étudiants sur les tendances grâce à son expertise précieuse. Bearing Point nous a donné accès à son studio d'enregistrement. Merci à Ludovic d'avoir filmé et monté les vidéos que vous découvrirez avec les intermèdes ce soir. Merci à notre partenaire LSA, Jérôme Parigi va arriver. Bon, bref, qui permet de valoriser les voyages d'études retail depuis maintenant 9 ans et surtout, depuis le début, partenaire des SCOPS. Merci à l'équipe de Dauphine Alumni, toujours fidèle partenaire de notre observatoire. Et je suis ravie et fière d'animer avec les étudiants du master le club retail qui permet de rencontrer nos alumni à la fois passionnés du commerce et des évolutions du commerce. Alors les SCOPS, c'est aussi cette cérémonie et la rencontre avec vous, professionnels et experts qui êtes venus aussi nombreux pour cet événement. Votre fidélité et votre intérêt nous touchent. Nous remercions chaleureusement les membres du jury qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Et donc cette année, nous sommes heureux d'accueillir dans notre jury des acteurs prestigieux du commerce. Emmanuel Bahuot de Sport 2000, Sophie Boquet du réseau Printemps et Citadium, Mathieu Chrétien d'Erta, Catherine de Blicker de Women in Toys et Xavier Delacroix de Casio. Sophie Début d'IKEA, Marie Delahaye d'Undies, Myriam Drevet-Bluet de Bouygues Télécom, Sébastien Fauveau de Peugeot Frères Industrie et Pierre Fournier de Chris Group. Julien Huyel du groupe Barrière, Antoine Moscardo de Monsieur Miam, Jennifer Mouillot de Gapian et Lisa Nakam de Jonac. Didier Onraïta Bruno de Day by Day, Joël Pellegrin des Néréides, Vincent Pétillot du groupe Les Mousquetaires, Tiffaine Rasquin d'Apple et Charlotte Soulot de Back Market. Alors, les partenaires de notre observatoire, Elisabeth Denner de Bearing Point, Jérôme Parigi de LSA et Christophe Chenu de Dauphine Alumni. Les représentants des fédérations du commerce, Franck Charton de Périferme, Véronique Discourbuot de la Fédération française de la franchise, Emmanuel Leroc de Procos, Sandrine Marco de l'Union de la bijouterie horlogerie et Olivier Urrutia de la Fédération du commerce coopératif et associé. Et enfin, les agences et conseils qui aident le commerce à avancer, Isolis Cos de Numberly,
Cédric Ducrot de Diamart Group, Raphaël Fétic de Convertéo et Benoît Paget de Bibot. Merci à tous. Et nous laissons maintenant la parole à Luna pour vous expliquer le déroulé de cette soirée. Merci beaucoup Julie et Valérie. Pour celles et ceux qui assistent à la cérémonie pour la première fois, pas d'inquiétude. Avant de vous présenter les innovations les plus marquantes de l'année, un petit rappel de comment elles ont été sélectionnées s'impose. Pour vous présenter les meilleures innovations de 2024, les étudiants ont mené une veille dès septembre sur 5 secteurs, alimentaire et restauration, équipement de la personne, luxe et hôtellerie, tech, télécom et mobilité, et enfin maisons, loisirs et centres commerciaux. Le but était de trouver les innovations les plus percutantes dans 6 catégories, services d'aide à la vente, concept de vente, opération commerciale, stratégie relationnelle, innovation verte et innovation solidaire. Entre septembre et novembre, les étudiants du master ont ainsi repéré près de 200 innovations lancées en France en 2024. Parmi elles, une première sélection de 80 innovations a été réalisée par l'ensemble des étudiants avec l'aide de l'équipe pédagogique. Nous avons ensuite pu affiner notre sélection des 16 meilleures innovations grâce aux précieux conseils de notre pré-jury de professionnels du secteur qui fut constitué de Camille Belon, Stéphane Le Soin, Tiffaine Rasquin, Margot Sicard et enfin de Guillaume Ziza. Merci à eux pour leur aide et leur engagement à nos côtés. À la suite de ce pré-jury, les étudiants ont pu analyser minutieusement les innovations sélectionnées. Pour ce faire, ils ont interrogé des décideurs et des clients dans le but de réaliser un dossier approfondi qu'ils vous présenteront ce soir sous la forme d'un pitch d'1 minute 45 top chrono. Et petite particularité pour cette 18e édition, les étudiants pitcheront en duo. Dernière explication, le vote. Parmi les 3 innovations présentées dans chacune des catégories, vous, jury, et vous, public, devrez voter pour l'innovation qui vous a le plus convaincu. Petite précision, le vote du jury et le vote du public comptent respectivement pour 50%. Pour voter, c'est très simple. Pour vous, jury, vous pourrez scanner le QR code présent sur votre table et pour vous, public, vous pourrez soit scanner le QR code présent à l'écran ou alors vous rendre sur le site wooklab.com et saisir le code SCOPS25. Vous aurez alors 30 secondes pour voter, donc soyez réactifs. À chaque temps de vote, vous pourrez soit rescanner le QR code ou alors rafraîchir la page Internet sur votre téléphone. Comme l'année passée, l'annonce des résultats se fera à la fin de la cérémonie. Nous appellerons les représentants des innovations gagnantes à venir sur scène pour se voir remettre le trophée de la catégorie. L'année 2024 a marqué un tournant pour le monde du commerce. Après une période de relance de la vente en magasin, la vente en ligne a connu un essor propulsé par l'IA et les réseaux sociaux. Nous invitons ce soir Elisabeth Denner, partenaire chez Bearing Point, à venir nous présenter le thème de cette cérémonie. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est déjà la 2e année que nous sommes partenaires des SCOPS et c'est un événement qu'on a trouvé vraiment extrêmement passionnant l'année dernière et donc on est très heureux d'avoir aussi accompagné les étudiants tout au long de l'année pour cette 2e année et c'est vrai que l'équipe pédagogique incarnée par Julie et Sarah est passionnée, engagée. C'est une collaboration qui nous a procuré beaucoup de plaisir tout au long de l'année. Alors, on s'est dit justement que ce soir, avant de parler innovation commerciale, on se proposait peut-être de vous présenter notre vision des tendances du retail pour cette année. Alors, il y en a 7. Alors, il me faudrait peut-être 1 heure et demie pour développer ça. L'idée ce soir, c'est juste de vous faire un petit teasing et de vous les présenter en quelques minutes. Alors, première tendance de l'année, la boutique star du spectacle. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude toujours tous les ans d'étudier au plan macroéconomique un petit peu l'évolution des ventes du commerce.
entre l'e-commerce et le retail physique. Et si on regarde un petit peu en arrière, en 2018, on parlait de la fin des magasins physiques, ce qui évidemment n'est pas arrivé. Ensuite, à la faveur du Covid, il y a eu une accélération très forte de l'e-commerce. Et puis ensuite, l'e-commerce a fortement ralenti. En 2022, c'était l'annus horribilis de l'e-commerce. Les magasins physiques ont repris le dessus et cette année, on est à nouveau dans une année de rebond de l'e-commerce assez forte à la faveur de deux facteurs. L'intelligence artificielle, bien sûr, et en 2025, 80% des transactions sur l'e-commerce émanent de l'intelligence artificielle, donc c'est quand même un chiffre très fort. Et l'autre cause racine, c'est le social commerce, on y reviendra tout à l'heure. Néanmoins, l'e-commerce ne représente que 20% du total des ventes, donc c'est quand même 80% des ventes qui viennent toujours du retail physique. D'où la boutique star du spectacle et évidemment les investissements des retailers continuent de se concentrer sur les magasins physiques. Et qu'observe-t-on aujourd'hui sur le marché? En fait, j'ai envie de dire que le Graal du stratège, c'est de se concentrer sur un avantage, un différenciateur non reconductible. Et quel est-il pour les magasins? Il s'agit de se concentrer sur les émotions, la connexion émotionnelle, les 5 sens, puisque ça, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas possible d'obtenir avec l'e-commerce, où on a quand même une expérience plutôt assez plate. Donc ce que l'on voit dans les magasins, c'est évidemment plus du tout la folie du digital qu'on a vu il y a quelques années, mais c'est véritablement des investissements qui sont concentrés sur le bien-être, qui est, de notre point de vue, extrêmement à la mode cette année. Alors là, on vous a mis quelques exemples. Alors, ce sont des magasins new-yorkais, puisqu'on va tous les ans à la NRF, qui illustrent cette tendance vers les 5 sens. Donc, premier exemple, Sabyasachi. Donc là, c'est un créateur indien qui, j'ai envie de dire, a créé sa première boutique à New York. Là, on est comme un appartement. On vit chez lui. Et il y a une énorme recherche aussi sur la playlist musicale, sur les parfums. Ils ont testé 150 flagrances. Donc, on est vraiment dans cette direction. Deuxième exemple, Cartier. Donc Cartier a ouvert une nouvelle boutique cette année à New York et ils ont maintenant un Chief Hospitality Officer. Et l'idée de Cartier, c'est de se dire que dans ce nouveau magasin avec un nouvel état d'esprit, si le client se sent bien, il achètera. Donc il y a un Chief Hospitality Officer, il y a un espace qui est réservé pour les clients VIP qui peuvent organiser des soirées d'anniversaire pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Donc on est dans un état d'esprit tout à fait différent et là aussi qui incarne assez bien cette nouvelle tendance. Et puis l'autre exemple qu'on vous a proposé, c'est un magasin qui s'appelle Telfar, du nom du designer éponyme. Et là, l'idée, c'est que chacun, c'est le bien-être individuel et vous pouvez vous projeter vous-même, vous êtes votre propre mannequin et vous êtes projeté sur les téléviseurs dans le magasin. Donc première tendance, boutique star du spectacle et puis des investissements concentrés sur les 5 sens, l'émotion et le bien-être. Deuxième tendance qui nous paraît importante cette année, c'est l'avènement du retail média. Donc autant je vous le disais il y a quelques minutes, il y a toute cette folie du digital qu'on a vue il y a quelques années dans les magasins. Aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Par contre, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a notamment aux États-Unis des écrans géants qui réapparaissent. Le plus grand cette année fait 80 mètres carrés. Pourquoi? Parce que les retailers souhaitent investir sur le retail média parce que forcément, dans un contexte économique extrêmement difficile, c'est un nouveau business model, c'est une nouvelle source de revenus. Et si on regarde le marché aujourd'hui, les chiffres sont exponentiels. C'est un marché qui devrait progresser de 52% d'ici 2028 pour atteindre 32 milliards de dollars. Ça, c'est sur la partie retail physique. Et si on regarde ce qui se passe sur l'e-commerce, c'est la même chose. Alors, aux États-Unis, évidemment, sur le retail média, Amazon représente 75% du marché. Mais on voit qu'il y a des gros retailers qui, déjà, notamment Walmart, ont pris une part de marché importante. Donc, si on regarde les chiffres, demain, les dépenses en retail média vont s'accélérer fortement. Et si on regarde ce qui se passe en France, évidemment, Carrefour a été précurseur et a créé une première filiale avec Publicis. Et Thierry Cotillard a annoncé au début d'année, là aussi, la création d'un géant du retail média en partenariat avec Auchan et Casino. Donc, nouveau business model qui promet de s'accélérer. Troisième sujet, et là on est vraiment au cœur de l'innovation. Alors en fait, on l'a appelé « You cannot spell retail without AI ». Tellement il y a un blast cette année, évidemment, sur l'intelligence artificielle.
agentique. Alors évidemment, dans le retail, l'intelligence artificielle, c'est pas du tout nouveau, hein. Ça fait 10-15 ans que les retailers utilisent des algorithmes avec de l'IA. L'année dernière, il y avait eu un gros blast de l'intelligence artificielle générative. Et cette année, le nouveau concept qui explose, vous le savez tous, hein, c'est évidemment les agents. Donc, c'est des agences artificielles autonomes qui peuvent raisonner, interagir entre elles. Et évidemment, il y a aussi l'intelligence artificielle physique. On va retrouver ces agents autonomes dans des objets physiques, hein, qui peuvent être des lunettes, des voitures, des chariots élévateurs. Et c'est évidemment... Ces agents sont en train d'exploser dans le retail et certains GAFAM ont fait des annonces d'ailleurs cette année assez intéressantes. Mark Zuckerberg dit que dès cette année, ils auront à leur disposition des agents qui ont le niveau d'un ingénieur et donc dans le retail, on peut imaginer des agents qui vont travailler sur des prévisions, de la planification, faire du rebalancing de stock, enfin beaucoup de choses. On a même nous demandé à ChatGPT s'il pouvait nous construire un ERP. Donc on est vraiment au bout d'une révolution assez énorme et on commence à le voir chez nos clients et évidemment ça bouleverse le paysage applicatif des entreprises. Alors, AI, what else? Alors, c'est vrai que, j'ai envie de dire, on est tous peut-être un peu las, hein, d'entendre parler de manière très systématique, trop systématique de l'intelligence artificielle. Alors, quoi d'autre? En fait, ce qu'on observe dans le retail, c'est qu'il y a évidemment aujourd'hui un gap énorme entre les données du retail physique et de l'e-commerce, puisque dans l'e-commerce, on a une capacité à exploiter les données de manière très importante, 360. Dans le retail physique, encore pas tellement. Donc les nouvelles technologies que l'on voit exploser, ce sont des technologies qui vont permettre de collecter des données en magasin de manière très poussée, des données notamment de trafic, pour permettre d'avoir, du coup, de rattraper ce gap avec l'e-commerce. Donc là, je vous ai proposé quelques exemples de technologies. Nextsite, c'est une technologie qui fonctionne avec des étiquettes et du Bluetooth, qui permet du coup de collecter évidemment les données de trafic et d'achat. Autre technologie classique dans ce contexte, le computer vision. Donc là, on analyse évidemment de manière très fine les images des magasins. Et puis, le troisième sujet, alors ça c'est une technologie d'une start-up israélienne qui permet à partir d'émissions radio de capter les émotions des clients avec les mouvements, les battements de cœur. Donc ça c'est assez intéressant et on a certains clients qui ont été vraiment bluffés par cet aspect-là, de voir qu'un client se rapproche, on sent une émotion négative ou positive et on sait l'interpréter. Donc ça c'est aussi des technologies assez bluffantes, innovatrice, et donc là on est vraiment au cœur des sujets d'innovation. Autre sujet, alors là pour le coup on n'est pas du tout dans l'innovation, mais la fraude. C'est vrai que cette année, alors la fraude elephant in the room, parce que c'est vrai que évidemment les entreprises c'est un sujet sur lequel on n'aime pas parler, on n'aime pas communiquer, mais toutes les entreprises de la place sont confrontées aujourd'hui, d'ailleurs, et quel que soit le secteur géographique, hein, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, à la fraude. C'est vrai sur l'e-commerce, c'est vrai aussi dans les magasins physiques. Hein, les vols physiques ont doublé en 5 ans, donc on est sur des masses financières qui sont énormes. Et les retailers sont confrontés évidemment à une grosse problématique de retour. Alors il y a à peu près 14% de retour sur l'e-commerce, et dans ces 14%, il y a à peu près autant de fraudes qui peuvent prendre différentes formes. Hein. Soit j'achète un produit, je le porte, je le renvoie, je remplace par un faux, par un produit usagé. Et c'est vraiment aujourd'hui devenu un pain point majeur pour les retailers. Alors évidemment, pour s'en prémunir, là aussi, il y a des innovations technologiques intéressantes. Il y a une entreprise comme Yofi qui permet d'aller contrôler les retours sur l'e-commerce, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de bots, beaucoup de robots qui interagissent en la matière. Ou alors, il y a évidemment des technologies sur les systèmes de caisse, là aussi avec du computer vision, dissociés ou pas des systèmes d'encaissement qui permettent là aussi, avec les images, de contrôler ou pas les fraudes. Mais sachez aussi que de manière très basique, beaucoup de retailers sont en train de réduire les self-checkout parce que, évidemment, c'est beaucoup plus, la fraude est beaucoup plus difficile à contrôler dans ce contexte.
Et certaines entreprises comme Walmart aux États-Unis réservent maintenant les self-checkout aux clients les plus fidèles, donc Walmart Plus en fait. Donc grosse préoccupation pour les retailers cette année, la fraude cette année, j'ai envie de dire plus que jamais. Autre tendance très forte cette année, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, c'est le social commerce. C'est vraiment là aussi une des causes très fortes de rebond de l'e-commerce. Aujourd'hui, le social commerce, c'est à peu près 20% des ventes d'e-commerce et c'était évidemment 4 fois moins il y a 5 ans. Donc il y a une explosion assez importante de ce social selling. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup notamment de TikTok en ce moment dans les médias. En France, jusqu'à présent, TikTok ne permettait pas encore de faire du social selling. Ça va être le cas, ils l'ont annoncé. Aux États-Unis, le social commerce représente déjà 100 milliards de dollars. Et évidemment, il y a une accélération très très forte, notamment chez les Gen Z. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, il y a à peu près 37% des consommateurs qui sont sur des plateformes de social commerce. Chez les Gen Z, on est plutôt autour de 71% et 82% quand on regarde les données en Chine. Donc on est sur un phénomène qui explose et aussi en termes de valeur, forcément comme on est sur des achats répétitifs, le panier moyen est très élevé. On est aux États-Unis, on cumule en moyenne, les acheteurs social commerce achètent à peu près 820 $ par an, donc on est quand même sur un panier qui est très élevé. Alors évidemment, derrière ça, il y a évidemment beaucoup de sujets de réflexion politiques, éthiques. TikTok a évidemment été interdit, en tout cas momentanément aux États-Unis, interdit en Inde, interdit dans des grandes démocraties comme l'Afghanistan. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Il y a une vraie aussi addiction chez les jeunes, parce qu'à peu près 10% des jeunes seraient addicts à ces réseaux sociaux. Donc il y a aussi une schizophrénie entre évidemment l'appétence pour la sustainability versus l'addiction pour le social commerce. Et puis, un point en la matière d'ailleurs qui m'a frappé, c'est Philippe Val, le patron de La Poste, qui a déclaré que Shine était devenu la première source de colis en France. C'est 22% des colis. Donc c'est colossal et on est vraiment dans cette schizophrénie entre la sustainability et cette addiction pour le social commerce. Et là aussi, c'est quand même un canal qui est amené à évoluer, évidemment, à croître fortement dans les années qui viennent. Dernière tendance, j'ai été vite, mais évidemment c'était difficile, surtout dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, de ne pas aborder le sujet de la sustainability. Là aussi, on a regardé les chiffres, un chiffre étonnant quand même, si on regarde j'ai envie de dire l'évolution de la dépense carbone aux États-Unis et en Europe, en fait, l'écart sur 15 ans n'est pas si important que ça. L'Europe a baissé, j'ai envie de dire, son empreinte carbone d'à peu près 25%, les États-Unis 15% sur la même durée. Donc, il y a un écart qui n'est pas aussi abyssal que ça. Et surtout, la vraie question, c'est l'approche relative entre les États-Unis et l'Europe en la matière. Donc, évidemment, en Europe, on a une approche très réglementaire, très normative, avec des difficultés pour les entreprises, du coup, d'avoir un calendrier clair et du coup d'anticiper les choses. Alors évidemment, l'Europe vient d'annoncer avec le projet Omnibus un certain ralentissement de la réglementation, mais néanmoins, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on a un empilement de normes réglementaires qui sont compliquées à appréhender pour les entreprises dans la durée. Aux États-Unis, on a une approche qui est plus pragmatique. Ce que disent les Américains, c'est que what is good for planet is good for business. Donc c'est une approche tout à fait différente, mais qui a néanmoins, elle aussi, des résultats moins importants qu'en Europe, mais des résultats quand même. Et pour vous donner une idée, quelques programmes d'ailleurs qui nous viennent des États-Unis en matière de sustainability et qui ont quand même eu des résultats intéressants. Premier cas, une marque qui s'appelle Arc'teryx. C'est le groupe Amersport, qui est le même groupe que Salomon. Ils ont un programme Rebirth et ils ont investi de manière importante, d'ailleurs y compris dans leurs magasins physiques, sur des produits de seconde main, sur de la réparation, sur des ateliers. Évidemment, ça aussi, il y a un intérêt tout à fait important pour l'image de marque. C'est un programme qui marche bien. Et évidemment, si on regarde du côté du premier retailer aux États-Unis, Walmart, eux aussi, ils ont mis en place une plateforme de seconde main qu'ils ont mis en place en 2022.
Et en 3 ans, ils avaient déjà 15 000 fournisseurs, 5 millions de produits sur la plateforme. Donc là aussi, des résultats assez intéressants. Et en parallèle, ils ont un programme qui s'appelle Gigaton, qui consiste à accompagner tous leurs fournisseurs de Scope 3, qui est évidemment celui qui est le plus difficile à appréhender pour les retailers. Ils leur proposent un cadre. Ils ont déjà 80% de leurs fournisseurs qui sont onboardés. Et puis, plus près de nous, côté européen, un des programmes emblématiques, c'est IKEA avec Buyback and Resell. Donc, IKEA vise d'être net zéro à horizon 2030. Ils ont mis en place ce programme Buyback and Resell. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils visent zéro profit, ce qui n'est pas facile parce que la circularité coûte cher, mais ce qui est là aussi un modèle intéressant à l'européenne. Donc, deux approches différentes. Bon, évidemment, Trump est sorti des accords de Paris, donc c'est récemment, il a plutôt une politique anti-sustainability. Du coup, l'Europe vient de suivre en ayant là aussi, en restreignant ses ambitions, mais on a des modèles économiques qui sont évidemment tout à fait différents. Et on sent que cette année, on est aussi dans un point de bascule en Europe, entre évidemment une contradiction entre la rentabilité et puis une envie sincère de beaucoup de groupes européens d'aller vers évidemment plus de RSE. Donc aussi là, c'est un sujet évidemment qui sera à suivre avec attention. Voilà, alors comme je n'avais que quelques minutes, j'ai essayé d'être assez rapide. Donc voilà un petit peu, pour nous en tout cas, quelles sont les 7 tendances qui vont bouleverser le retail, en tout cas cette année. Et donc on va voir, je vais donc laisser la parole à nos étudiants pour justement voir si les Scopes évidemment reflètent ces tendances. Merci, excellente soirée. Merci Elisabeth d'avoir aussi bien lancé cette édition 2025 des Scopes. Dans quelques instants, ce sera aux étudiants de pitcher avec ténacité et innovation les innovations qu'ils portent en 1 minute 45, top chrono. Mais avant, nous vous informons qu'à la fin de la cérémonie, vous pourrez télécharger notre livre blanc grâce à un QR code. Dans ce livre blanc, vous y retrouverez les 16 innovations qui seront présentées ce soir et les 4 tendances qui rythmeront notre cérémonie. Cher public, cher jury, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée. Comment lever les freins à l'achat? C'est la question que se sont posées Laura et Iman, Soukaina et Laurane, ainsi qu'Alexis et Guillaume. Ils vont vous présenter les 3 innovations de la première de nos 6 catégories, les services d'aide à la vente. Félicitations Iman pour ton emménagement. Merci Laura. Il me reste plus que la machine à laver à acheter. Il y en a plein qui sont bien notés sur Internet, mais les avis ne sont pas toujours pertinents. Par exemple, j'ai vu l'avis d'une certaine Micheline, produit pas encore utilisé, mais a l'air super. Et oui Iman, 77% des avis clients sont publiés dans la semaine suivant l'achat. Pas très pratique pour se rendre compte de la performance dans le temps d'une machine à laver. Sera-t-elle solide, durable? Aucune idée. C'est pourquoi Darty a lancé les avis longue durée. Le principe est très simple. Le client achète un produit électroménager, photo ou son. 12 à 18 mois après, il reçoit un email. Il est invité à partager son avis via un formulaire adapté à la catégorie de produit. Sur le site internet, on retrouve désormais 2 types d'avis. Les avis après achat, qui restent pertinents pour des éléments comme l'installation du produit, et les avis longue durée, qui se concentrent davantage sur l'entretien ou encore la consommation d'énergie. Et cette initiative profite à tous. Darty renforce son image de marque en s'affirmant comme un retailer engagé et transparent. En étroite collaboration avec ses fournisseurs, il améliore aussi la performance de son catalogue. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 000 avis longue durée publiés, dont les 3/4 obtiennent une note supérieure à 4 étoiles. Les consommateurs, eux, ont accès à des retours concrets et fiables sur les produits, ce qui facilite la prise de décision et crée une véritable communauté d'entraide. Les avis longue durée, c'est une initiative saluée par les experts que Darty ambitionne d'élargir à toutes ces catégories. Et maintenant,
Une seule question reste en suspens. Pourquoi n'y avait-on pas pensé avant ? Quelle angoisse. Je dois aller récupérer mon colis en bureau de poste. Et en fonction du monde, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et si ça ne me va pas, il faudra que je revienne faire la queue pour le retourner. Mais Laurane, tu sais qu'il existe un espace où tu peux déballer, essayer et renvoyer immédiatement ton colis ? Eh oui, la Poste a d'abord imaginé une cabine d'essayage en forme de boîte aux lettres, puis un bar à colis. Et en procédant de cette manière par itération, elle a su améliorer ses services. Alors, comment ça marche ? C'est simple. Lors de votre commande en ligne, vous choisissez de vous faire livrer en bureau de poste. Vous venez récupérer votre colis, et là, le chargé de clientèle vous invite à le déballer tranquillement sur la table de préparation. Si c'est un manteau que vous avez déballé, dirigez-vous vers la cabine d'essayage pour l'enfiler. Si c'est un sèche-cheveux de seconde main, branchez-le dans les prises à disposition pour le tester. Et là, vous avez deux choix, le garder ou le renvoyer immédiatement. Pour cela, imprimez votre étiquette de retour sur un automate, puis emballez votre colis directement avec le matériel mis à disposition. Résultat ? Ce nouvel espace simplifie votre quotidien. À la Grande Poste de Saint-Étienne, ce sont des dizaines de clients qui utilisent le service chaque jour. Et en répondant aux besoins du e-commerce, la Poste modernise son image pour s'adresser notamment à des cibles plus jeunes. Cette qualité de service permet même de séduire les sites marchands. Et oui, désormais, proposer une livraison par la Poste, c'est offrir à ses clients une expérience différenciante jusqu'au bout. Aujourd'hui, déployé dans une dizaine de bureaux La Poste, le bar à colis sera présent dans 12 bureaux supplémentaires en 2025. Mais imaginez si ce concept venait à se généraliser à tous les bureaux point relais. La Poste se positionnerait comme un acteur incontournable sur le marché ultra concurrentiel de la livraison hors domicile. Pour trouver sa nouvelle paire de chaussures de running, mieux vaut-il acheter en ligne ou en magasin physique ? En voilà un sacré dilemme. Non, parce que d'un côté, en ligne, on a accès à une quantité d'informations très importante sur les produits. On peut même les comparer entre eux, mais impossible de les essayer. D'un autre côté, en magasin, on a vraiment cette chance de pouvoir essayer les produits. Mais lorsqu'on veut avoir de l'information, sans l'aide d'un vendeur, ça devient un véritable casse-tête. Avec la Discovery Station, Decathlon réunit les meilleurs du physique et du digital. On a alors accès à l'ensemble de l'information produit instantanément. Cette innovation, c'est le nouvel outil de merchandising augmenté qui va révolutionner l'expérience en magasin. Avec ses 2 socles détecteurs de produits et son écran interactif, il n'a jamais été aussi facile d'accéder à l'information produit. Mais alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez un article ou 2 et vous les posez sur les socles détecteurs de produits. Grâce à la technologie RFID, toutes les informations arrivent en un instant sur l'écran. Tout est sur vos yeux. Caractéristiques techniques, avis clients et même les stocks. Cette innovation séduit déjà de nombreux clients, avec un taux de satisfaction très prometteur. Lancée en mars 2024 au Decathlon Paris Rive-Gauche, la Discovery Station sera déployée dans d'autres magasins et pourrait bientôt arriver dans le vôtre. Au début, cette innovation était censée aider uniquement les clients en magasin. Mais surprise, elle est devenue un super allié pour les collaborateurs afin d'en savoir plus sur les produits et les présenter de manière plus optimale. Fini les ruptures frustrantes, vous repartirez toujours avec la solution gagnante. Merci beaucoup Laura, Iman, Laurane, Soukaina, Alexis et Guillaume. Alors, entre les avis longue durée de Darty, le bar à colis de La Poste et la Discovery Station de Decathlon, laquelle allez-vous élire ? Cher jury, cher public, c'est à vous de voter pour la meilleure des 3 innovations dans cette première catégorie. Pour cela, c'est simple. Pour vous, jury, il vous suffit de scanner le QR code sur votre table et pour vous, public, de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous avez 30 secondes.
Il est maintenant temps de vous dévoiler l'une des 4 tendances qui a marqué l'année 2024. Nous commençons tout de suite par décrypter un marché en plein essor, celui du low-cost, présenté par Soukaina, Manon, Camille, Yasmine, Salomé, Iman et moi-même. Cette enseigne, tant aimée des amateurs de bonnes affaires, attire chaque jour des foules. En quelques secondes, les rayons sont pris d'assaut par cette cliente. Son panier se remplit rapidement. Mais pourquoi un tel engouement? Je vois que vous avez pris des produits assez similaires. Oui, franchement, c'est pas cher et puis c'est assez qualitatif. Par exemple, j'hésitais entre ces 2 couleurs de rouge à lèvres et je me suis dit, je prends les 2, de toute façon, c'est pas cher. Et mis à part le prix, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette enseigne? Eh bien, c'est le choix. Il y a plein de produits qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et puis, il y a des produits hyper à la mode sur les réseaux sociaux, comme celui-ci. Et je me suis dit, je le prends directement avant qu'il n'y en ait plus. Des paniers qui se remplissent vite, des produits en vogue sur les réseaux sociaux. Mais derrière ces comportements, quelles sont les véritables tendances de ce secteur? Merci Soukaina. Cela nous permet d'introduire le low cost. Mais que signifie réellement le terme low cost? C'est une stratégie offrant des produits de première main et des services à prix bas grâce à la réduction des coûts. Vous l'avez peut-être vu partout sur les réseaux sociaux, le low cost est une véritable tendance de consommation. Salomé, merci d'être avec nous. Comment expliquez-vous l'engouement pour l'enseigne Normal? Chez Normal, ce qui plaît, c'est l'expérience client. Chaque magasin est vraiment conçu comme une chasse au trésor, aussi bien dans le parcours que dans la présentation des produits. Et chaque semaine, l'assortiment est renouvelé pour plus de surprises et de découvertes. Et il y a également un espace dédié avec les produits tendances sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Résultat, les clients ont toujours envie de revenir. Merci Salomé. Camille, d'un point de vue économique, comment expliquez-vous l'attrait des consommateurs français aujourd'hui pour ces enseignes low cost? Cela s'explique d'une part par l'existence d'une classe moyenne dont les revenus progressent très peu. D'autre part, l'inflation s'est fortement accentuée ces dernières années. Elle était de 4,9% en 2023 et tourne aujourd'hui aux alentours de 2%. En parallèle, il y a une hausse des dépenses contraintes des ménages français et la nécessité pour eux de réaliser un arbitrage budgétaire. Et cela leur permet de sauvegarder une partie de leurs revenus disponibles. Les Français, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, ont donc un pouvoir d'achat qui est amoindri. Et ils se tournent vers des offres low cost plus attractives en termes de prix. Ainsi, le low cost est en pleine croissance. Merci Camille. Manon, d'après vous, l'accès facilité à une large quantité de produits à bas coût n'implique-t-il pas des externalités négatives? Oui, bien sûr. Le low cost fait apparaître de nombreuses limites. Prenons l'exemple de l'industrie textile. Les produits sont souvent peu qualitatifs, les collections changent rapidement, et ceci alimente une spirale de surconsommation qui ne correspond pas à une vision durable du monde. Cette industrie est à l'origine de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et selon l'ADEME, en 2050, si les tendances actuelles continuent, ce niveau pourrait atteindre 26% des émissions mondiales. Le géant du e-commerce Chine est l'un des principaux acteurs de cette pollution accrue. Avec 1 million d'habits produits par jour, l'entreprise émet plus de 15 000 tonnes de CO2 quotidiennement. Ici, je me suis focalisée seulement sur les limites environnementales, mais on pourrait aussi citer les limites sociales ou même législatives. Je vous remercie Manon. Sarah, d'après vous, le législateur ne peut-il pas se saisir de ces sujets? Si, justement. Nous assistons à une véritable schizophrénie du consommateur. Bien que conscient des ravages sociaux et environnementaux, il peine à changer ses habitudes. C'est pourquoi des réglementations françaises et européennes sont indispensables. En mars 2024, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi contre la fast fashion qui prévoit un malus monétaire par article vendu et interdit la promotion de ces produits. Mais pour entrer en vigueur, elle doit encore être adoptée par le Sénat. On parlait de Chine tout à l'heure et au niveau européen, 91% des colis entrants proviennent de sites chinois et sont souvent non conformes aux normes européennes. Pour y remédier, la Commission européenne prévoit de taxer également les colis inférieurs à 150 € et renforcer le contrôle des produits importés. Je vous remercie Sarah pour l'énonciation de ce cadre réglementaire et je vous remercie toutes pour ces échanges constructifs. On se retrouve la semaine prochaine pour notre nouvelle édition. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième catégorie, celle des concepts de vente. Qu'ils soient solidaires ou expérientiels, en 2024, les retailers ont fait preuve de créativité pour vous présenter des concepts hors du commun.
Alors sans plus attendre, découvrons les innovations soutenues par Manon et Salomé, Alexis et Saomaï, ainsi que Luna et Victoria. Caroline, 50 ans, handicapée, n'a jamais fait ses courses seule. Jamais. Mais ça, c'était avant. En décembre 2023, pour la première fois de sa vie, Caroline entre seule dans un magasin. Le premier carrefour handi-accessible de France, à Villeneuve-la-Garenne. Un magasin pensé pour tous les handicaps, visibles comme invisibles. Caroline, malvoyante et en fauteuil roulant, avance dans les allées, confiante. Elle y trouve un chariot PMR adapté à son fauteuil roulant, des accessoires comme une pince de préhension, une loupe et même un rayon avec une offre spécialement pensée pour les personnes handicapées. Tout est prévu. Besoin d'aide? Alexandre, un collaborateur formé à la langue des signes, est là, prêt à l'accompagner si Caroline l'appelle via un interphone situé au rayon vrac. Se repérer? Facile. Elle utilise les technologies Navilens et Orion, des applications mobiles qui l'aident à s'orienter en magasin. À la caisse, aucun stress. Priorité grâce à l'application Handivisible et livraison gratuite à domicile. Et le résultat? Caroline fait ses courses seule, comme tout le monde, avec plus d'autonomie et de simplicité. Déjà déployée dans 60 magasins Carrefour, dans différents formats, en France et à l'étranger, ce concept améliore la relation client, renforce l'engagement des équipes et ouvre la voie à un commerce qui devient enfin accessible à tous. Et Caroline n'est pas un cas isolé. Ce concept répond aux besoins des 12 millions de personnes en situation de handicap partout en France, mais pas que. Il aide aussi plus largement 30 millions de Français, si on inclut les seniors ou même les femmes enceintes. Alors aujourd'hui, Zoé a traduit notre pitch pour qu'il soit accessible à tous et Caroline a fait ses courses seule. Mais vous, membres du jury, vos commerces sont-ils prêts pour accueillir Caroline ? Nous sommes samedi soir, il est 20h30 et vous avez rendez-vous dans un parking bien glauque pour conclure la vente de l'aspirateur de vos rêves à prix défiant toute concurrence. Mais franchement, entre nous, ça fait pas rêver. Bah, ça fait même sacrément flipper. Eh bien, bonne nouvelle, tout ça, c'est du passé. La solution, le corner, le bon coin. Fini les rendez-vous hasardeux dans des endroits douteux, découvrez un espace neutre, sécurisé et éclairé où vous pourrez conclure toutes vos transactions sans aucun stress. Admettons, vous voulez vendre une cafetière et vous voulez prouver à l'acheteur qu'elle fonctionne. Eh bien, branchez-la sur l'une des prises du corner. D'un autre côté, vous voulez acheter un pantalon. Et bien sûr, vous voulez vérifier qu'il est à votre taille. Essayez-le dans la cabine d'essayage. En bref, c'est le meilleur du digital et du magasin physique réunis. Un endroit où vous pouvez vendre, acheter, tester, le tout sans aucune mauvaise surprise. Le Corner Le Bon Coin, lui, bénéficie d'une large couverture médiatique, avec des articles à la fois dans la presse, la télévision et les réseaux sociaux professionnels. Et bientôt, ce Corner Le Bon Coin pourrait bien être disponible en bas de chez vous, avec l'expansion des boutiques Mon Incroyable Commerce dans d'autres centres-villes. Mais Alexis, c'est quoi exactement Mon Incroyable Commerce ? Très bonne question, Saomaï. Mon Incroyable Commerce, c'est un lieu unique, un espace de vente partagé par des petits commerçants de centre-ville. Vous pourrez y retrouver à la fois de l'artisanat, du local et des bonnes affaires. Le tout dans une ambiance conviviale et dynamique. En voilà, enfin, une vraie solution pour redynamiser nos centres-villes. Il est 23h. Le PSG vient de marquer un but décisif contre l'OM. Le Parc des Princes explose de joie. Et si votre soirée commençait avant le match et se prolongeait bien après ? Avec la suite Novotel by Hall, signé accord, séjournez dans la première chambre permanente au cœur d'un stade. Une nuit unique pour vivre le football autrement. Votre majordome vous accueille au Novotel Paris-sur-Aisne.
Ensemble, direction le Parc des Princes, où vous entrez par le mythique tunnel des joueurs. Ensuite, place à votre suite. Un lit spacieux, une salle de bain moderne et une terrasse panoramique vous plongent au cœur de l'action. Le coup d'envoi retentit. Vous profitez d'un buffet servi en chambre tout en suivant le match. Puis, bercé par les émotions de votre soirée, vous vous endormez. Le lendemain matin, un petit déjeuner vous attend, suivi d'une visite immersive du stade pour prolonger la magie. Mais comment y accède-t-on déjà ? La suite n'a pas de prix, mais bon, rassurez-vous, il existe 2 façons d'y séjourner. Participer aux ventes aux enchères pour les membres du programme de Fidélité Hall ou tenter les jeux concours pour les supporters. L'objectif de ce partenariat est clair, engager et fidéliser les fans avec une expérience d'hospitalité inoubliable. Pour cela, la rareté du séjour est cultivée en offrant seulement 30 nuitées par an. Avec plus d'1 milliard de vues et 270 articles publiés, cette campagne a la plus grande valeur médiatique de l'histoire d'Accor. Mais Luna, t'as oublié une chose ? Ah oui, le gagnant peut profiter du match avec 3 proches, de quoi contenter toute la famille. Alors venez pour le match, restez pour la nuit. Merci beaucoup Manon, Salomé, Alexis, Saomai, Victoria et Luna. Alors, le premier magasin Andy accessible par Carrefour, l'espace d'échange physique Le Bon Coin ou la première chambre d'hôtel dans un stade de football par Novotel, laquelle de ces innovations mérite le meilleur trophée concept de vente ? Eh bien, c'est à vous de trancher et de voter. Vous pouvez scanner à nouveau le QR code ou réactualiser la page sur votre téléphone. C'est parti, vous avez 30 secondes. Nous passons désormais à la deuxième tendance qui a marqué l'année 2024. Le secteur du milieu de gamme, entre crise, évolution et innovation dans un marché polarisé. Cette tendance est présentée par Jeanne, Zoé, Mathieu, Alexandre, Cériline et moi-même. Dis donc, Céline, il y a de plus en plus de magasins qui ferment ou qui semblent en difficulté. C'était pas un magasin de chaussures, ça, avant ? Mais si, c'était un San Marina. Et là-bas, The Body Shop a baissé le rideau. C'est vrai qu'on n'entend plus parler, je sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression que les consommateurs optent soit pour des produits bon marché, soit pour des marques haut de gamme. Mais entre les deux, ça coince un peu. Mais qu'est-ce qui se passe avec le milieu de gamme ? Toutes les entreprises sont en difficulté ? Guillaume, tu nous éclaires ? Ah, très bonne question, Alexandre. Le milieu de gamme, c'est un segment qui se situe entre le low cost, avec ses prix cassés, et le luxe, qui joue sur l'exclusivité et la qualité perçue. Et oui, Guillaume, avec un pouvoir d'achat en baisse de 3,1% entre 2021 et 2022, les consommateurs doivent faire des choix stratégiques. Face à un budget contraint et des besoins croissants, les consommateurs se polarisent. Certains privilégient le prix en se tournant vers l'entrée de gamme et d'autres misent sur la qualité et l'expérience en optant pour le haut de gamme. Le milieu de gamme peine donc à justifier son positionnement. Mais regarde, Guillaume, Promote s'en sort très bien pourtant. Eh bien, Jeanne, tout est une question de proposition de valeur. Pour tirer son épingle du jeu, il faut se démarquer avec une offre claire, différenciante et en phase avec les tendances actuelles. 3 grandes tendances émergent. Première tendance, reprendre les codes du luxe. Zara, par exemple, mise sur des boutiques ultra stylées comme le flagship des Champs-Élysées. Résultat, une fréquentation en hausse de 10% par rapport à l'ancien magasin situé plus haut sur l'avenue. Exactement. L'idée, c'est d'augmenter la valeur perçue du produit. C'est par exemple ce qu'a fait Cézanne avec ses micro-collections en édition limitée. Limitée dans le temps, mais surtout limitée en volume. L'objectif, susciter l'attente, le désir des acheteuses et le fear of missing out. Une fois les stocks épuisés, il n'y a pas de réassort. Et ça fonctionne. Le panier moyen est en hausse de 82 € en 1 an. Deuxième tendance, faire du shopping une expérience inoubliable. Regardez chez Decathlon, ils ont misé sur l'expérience client et sur un rebranding plus authentique.
69% des Français désirent une expérience plus uniforme en online et en offline. Donc Decathlon y répond avec l'optimisation de son site et de sa stratégie Digital First, intégrant l'expérience digitale en magasin. Et c'est super malin. Il joue sur un storytelling engageant qui véhicule des valeurs et une identité forte. Ça me fait d'ailleurs penser à Lacoste, qui a effectué un rebranding et qui a amélioré son expérience client en magasin, notamment avec son flagship de New York. Et ça fonctionne, puisque l'entreprise a enregistré une croissance de 26% en 2022 et a pour ambition de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030. Tout à fait, Jeanne. Et la troisième tendance, les consommateurs recherchent des marques alignées avec leurs valeurs, mettant en avant un engagement authentique pour créer une véritable connexion. Chez Promode, ils s'engagent pour l'inclusion, en élargissant leur taille et notamment avec leur stratégie Retail responsable sur mesure, pour rendre la mode plus durable et plus responsable de l'environnement. Oui Guillaume, et c'est une tendance lourde. Dans un contexte de crise climatique, les consommateurs se tournent vers des marques responsables et engagées. 82% des Français déclarent privilégier des vêtements durables. Et justement, Patagonia montre son engagement avec son programme Worn Wear qui incite à réparer plutôt qu'à racheter. Alors, c'en est-il fini du milieu de gamme? Pas si sûr. Il se transforme, il innove et surtout il cherche à séduire une nouvelle génération de consommateurs. Tout à fait Mathieu. Les marques de milieu de gamme qui innovent et affirment leurs valeurs au-delà des prix sauront se démarquer. Et voilà, maintenant vous savez tout. À bientôt pour un prochain épisode et surtout, restez épicurieux. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pardon. Après ce décryptage des tendances du milieu de gamme, continuons tout de suite avec notre troisième catégorie, les opérations commerciales, qui, comme chaque année, ne manqueront pas de vous surprendre. Laissons la parole à Laura et Alexandre, Jeanne et Zoé, ainsi que Maria et Sarah. Ah, les Lego. Tant de souvenirs incarnés par cette petite brique. Vous savez cette douleur quand on marche dessus, ou cette dernière pièce manquante? Maintenant, imaginez un instant que l'on passe au niveau supérieur et que l'on joue au Lego en grandeur nature. Durant les Jeux Olympiques de Paris, Lego et la compagnie fluviale Bateau-Bus ont imaginé un circuit immersif sur la Seine. À chaque escale sur les quais, on pouvait admirer des constructions exclusives comme Notre-Dame de Paris. À bord, les passagers pouvaient prendre part à des animations éducatives comme la découverte de l'alphabet Braille. Cette opération a été relayée dans les Lego Stores et chez 6 retailers partenaires via une activation shopper. Elle a aussi été soutenue en digital avec des influenceurs de renommée. Et quel engouement de la part des consommateurs! Plus de 50 000 passagers ont embarqué sur le bateau-bus Lego. Wow. L'activation a touché plus de 25 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux et généré 9 millions de retombées presse, y compris à l'international. La stratégie Drive to Store a su désaisonnaliser la consommation. Le panier moyen a augmenté de 15 € et la performance des magasins partenaires de 12 points. Au-delà des chiffres, Lego a su tirer profit des Jeux Olympiques sans même en être partenaire et a renforcé son image fun et cool auprès des consommateurs. Un vrai succès qui démontre que Lego continue d'innover et de faire rêver petits et grands. Avec cette petite brique, Lego crée des souvenirs pour toutes les générations. Offrir un voyage, c'est du rêve en papier, mais avouez-le, c'est dur à emballer. Qui n'a jamais écrit « bon pour un billet », un cadeau sympa, mais un peu tristouné? Alors, Transavia a une idée brillante, un concept ludique pour une surprise éclatante. Une pochette contenant 5 tickets à gratter. L'un d'eux révèle la destination tant espérée. Athènes, Séville, Rome ou Porto, pour 199 €, adieu métro, boulot, dodo. Suspense et émotion, c'est la magie du jeu. Gratte, découvre et pars en voyage à deux. Grâce à la gamification, l'art d'offrir se réinvente. Un cadeau surprenant, une expérience captivante. Mais pas de hasard, pas d'incertitude. L'acheteur choisit la destination avec exactitude. Derrière les tickets, une seule vraie issue. Il sait déjà où s'envolera l'heureux élu. Un cadeau malin, ludique et marquant qui laisse
qui laisse planer le suspense tout en restant 100% gagnant. Et le succès fut immédiat et fort, 400 pochettes vendues en un temps record. 5 heures pour le premier stock. Et pour le second, seulement 5 minutes. Incroyable, non? Buzz dans les médias, TikTok en folie, Transavia brille, et ça, c'est du génie. Mais au-delà des chiffres, ce qui reste, c'est l'émotion. Une marque qui se démarque par son innovation. Une image réinventée, un lien renforcé, un voyage qui commence avant même de décoller. Alors, prêt à voter pour cette innovation? Embarquez avec nous, destination émotion. Tu savais que Rabanne avait frappé fort pendant la Fashion Week? Oui, avec son pop-up pour le lancement de nouvelles parfums Milan Gold en face de grands magasins, un vrai choix stratégique de la marque. Dès l'entrée, le XL Link géant, bijou emblématique de la marque, donnait le ton. Ensuite, découverte des parfums grâce à des diffuseurs sans contact. Il y avait même un espace où un artisan assemblait en direct le sac iconique Rabanne 69. Mais le vrai temps fort, c'était dans les salles principales. Plusieurs spots photos attiraient les invités. Les maquilleurs pros faisaient un make-up doré et présentaient les produits maquillage. L'ambiance rappelait vraiment un vrai coulisses de la défilée de la Paris Fashion Week. Et vient enfin l'heure du show. La grande innovation, c'était le podium doré où tout un chacun pouvait se sentir comme un mannequin. Le défilé de qualité professionnelle était ensuite disponible immédiatement, prêt à être partagé sur les réseaux. Enfin, les cadeaux offerts à la fin du pop-up permettaient de prolonger l'expérience. Résultat, réservation sold out. Environ 3000 visiteurs en 3 jours, de célébrités à fin de luxe. De nombreuses publications dans les médias et un vrai buzz sur TikTok et Instagram. La création de la communauté Rabanne Beauty Lovers a d'ailleurs attiré près de 1500 ambassadeurs suite au pop-up. De plus, le Sephora Opéra voisin a vu une augmentation à 2 chiffres sur ses ventes Rabanne. Tout était vraiment réuni pour séduire la nouvelle génération. Rabanne affirme donc sa nouvelle identité grâce à une synergie entre mode, maquillage, parfum et une expérience immersive unique pour ses clients. Merci beaucoup Alexandre, Laura, Jeanne, Zoé, Sarah et Maria. Alors, entre Lego et son bateau grandeur nature, Transavia et ses voyages à gratter, et le pop-up immersif Million Gold de Rabanne, quelle opération commerciale 2024 sera votre coup de cœur? Cher public, cher jury, il est encore temps de faire appel à vous pour départager ces 3 innovations. Pour cela, rendez-vous sur le même lien ou le même QR code que vos précédents votes. Vous êtes prêts? Vous avez 30 secondes, top chrono. Merci à tous d'avoir voté. Nous pouvons maintenant passer à la 3e tendance qui a rythmé l'année des étudiants, le luxe en crise, comment survivre sans se trahir. Bienvenue au tribunal du luxe, présenté par Laura, Chloé, Alexis, Victoria, Maria, Marine et moi-même. Bienvenue dans ce tribunal du luxe où les stratégies des grandes maisons sont mises à l'épreuve. Symbole d'héritage, de savoir-faire, le luxe est un secteur où le client est roi, lui offrant exclusivité, qualité exceptionnelle et expérience unique. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour juger les acteurs qui ont su prospérer en temps d'inflation et de contexte géopolitique sous tension, et ceux qui, malgré leurs ambitions, ont trébuché. L'accusation, avoir su, ou non, préserver leur ADN tout en s'adaptant aux défis de 2024 et aux changements d'habitude de leurs consommateurs. Que la Cour fasse place aux plaidoiries. La parole est à Hermès, témoin d'un succès intemporel.
Je suis Hermès, et si mon nom demeure une référence absolue dans l'univers du luxe, ce n'est pas le fruit du hasard. Là où d'autres cherchent la visibilité, je cultive la rareté. Chaque création est une œuvre d'exception, un symbole d'excellence. Un Birkin ne se choisit pas, il se mérite. Il ne se déprécie pas, il se valorise avec le temps. Je suis véritablement attachée à perpétuer notre patrimoine familial d'exception. Hermès ne suit pas les tendances, il les transcende. C'est ainsi que l'on bâtit l'intemporel. Après l'exclusivité, place à l'audace. Miu Miu est appelé à la barre. Je suis Miu Miu. Fidèle à ma vision fashion forward, je n'inspire pas la tendance. Je la crée. L'audace et la modernité, c'est ce qui définit mon ADN. Tandis que d'autres s'accrochent au passé, je repousse les limites de luxe pour séduire les nouvelles générations. Ma force vient de ma capacité à évoluer sans régner mon identité. Les résultats le prouvent, plus 93% de croissance en 2024. La preuve que dynamisme et innovation sont les clés de luxe aujourd'hui. Mais tout le monde ne sort pas indemne d'une tempête économique. Laissons maintenant la parole à Burberry et Gucci. Moi, Burberry, comparait aujourd'hui en toute transparence. Je ne suis pas ici pour nier les faits. Mon repositionnement vers l'ultra-luxe, la refonte de mon logo et la simplification de mes gammes ont éloigné une partie de ma clientèle historique. Mais faut-il voir cela comme un échec définitif ? Depuis 1856, Burberry a toujours su se réinventer et je le ferai encore. La baisse de 45% de mon bénéfice net est un signal fort. Mais faut-il condamner une maison pour avoir eu l'audace d'innover ? Et maintenant, la parole est à Gucci. Je suis Gucci, une maison de caractère et d'exubérance. Depuis 1921, mon ADN est une signature forte et reconnaissable. Pourtant, dans un élan de transformation, j'ai adopté la retenue du quiet luxury, inspirée des maisons intemporelles qui m'a valu une baisse de 23% de mon chiffre d'affaires. J'ai pris mes distances avec mon essence, l'excentricité. Alors, dois-je être condamnée pour avoir exploré de nouveaux horizons ? La cour a tranché. Deux visions du luxe s'opposent et les résultats parlent d'eux-mêmes. D'un côté, celles qui ont su cultiver leur ADN tout en s'adaptant aux exigences du marché. Elles n'ont pas cédé aux sirènes de la banalisation et ont compris que le luxe repose sur l'exclusivité et l'innovation bien maîtrisée. À l'inverse, certaines maisons ont perdu leurs repères en voulant se réinventer à tout prix. Trop de minimalisme et c'est leur identité qui s'efface. À force de chercher à séduire un nouveau public, elles ont négligé ce qui faisait leur force. Alors, quelle stratégie suivre ? D'abord, se recentrer sur son identité. Une maison de luxe doit savoir d'où elle vient pour décider où elle va et pourquoi. Puis, innover avec cohérence. Les intemporels renforcent leurs icônes, les fashion forward explorent de nouveaux territoires. Enfin, se diversifier intelligemment. Hermès s'étend géographiquement au Moyen-Orient, pendant que Burberry ajuste sa trajectoire avec Burberry Forward, un retour aux fondamentaux, un équilibre entre héritage et modernité pour reconquérir son public. Le jugement est rendu. Une maison ne peut prospérer qu'en évoluant sans trahir son ADN. Celles qui l'ont oublié en payent le prix. Celles qui l'ont compris écrivent l'avenir du luxe. Nous poursuivons désormais avec la catégorie des stratégies relationnelles qui vise à récompenser les stratégies les plus disruptives en termes de relations clients. On nous a tous déjà répété combien il est important de placer ses clients au cœur de sa stratégie. Ce soir, ce sont Christophe et Zoé, Yasmine et Léa, ainsi que Chloé et Marine qui vont nous présenter l'ensemble des innovations, des stratégies relationnelles qui ont marqué l'année 2024. Imaginez votre quartier, votre banlieue, des rires d'enfants, des odeurs de boulangerie. Maintenant, demandez à une intelligence artificielle, mi-journée, de générer une image de cette banlieue. Ce qu'elle montre, un décor de film catastrophe. C'est injuste, c'est faux. Et ça, chez Hitch, ils le savent très bien, car, contrairement aux autres plateformes de VTC, 80% de leurs trajets s'y déroulent. Leurs chauffeurs y travaillent, leurs passagers y vivent. Alors, quand ils ont vu cette image déformée de la réalité,
ils ont décidé d'agir. Mais comment on change une image aussi ancrée? En faisant quelque chose de simple, mais puissant. Ils sont allés dans ces quartiers, là où ils circulent chaque jour, et ils ont capturé la vraie vie. Les marchés, les rires, les couchers de soleil sur les tours. Puis, ils en ont créé 10 000 cartes postales, écrites par celles et ceux qui y habitent. Et plutôt que de se battre contre un algorithme invisible, Itch a décidé d'envoyer ces 10 000 cartes postales physiquement à Midjourney, à l'autre bout du monde. Et là, il s'est passé quelque chose d'inimaginable. Midjourney a répondu. Ils ont décidé d'intégrer ces images à leur base pour corriger les stéréotypes de leur IA. Désormais, lorsqu'on tape « banlieue », on ne voit plus seulement du béton. On voit de la vie, de la joie, on voit la vérité. Ce projet, ce n'est pas qu'une simple campagne. C'est une victoire. Sans aucun budget média, elle a dépassé les frontières. Des journalistes en ont parlé. 2 prix prestigieux sont venus reconnaître son impact. Mais ce soir, il reste une dernière reconnaissance à lui donner. Faire de Greetings from la banlieue la meilleure stratégie relationnelle de l'année. Vous voyez cette basket? Vous savez tout de suite d'où elle vient. Lidl, bien sûr. Quelle autre enseigne peut se vanter d'un tel impact visuel? Aucune. Lidl, c'est plus qu'une enseigne, c'est une identité. Bleu, jaune, rouge, ces couleurs sont tellement ancrées dans l'esprit des consommateurs qu'elles sont devenues iconiques. Et oui, après le succès retentissant de ces baskets, Lidl a su capitaliser sur son image de marque unique avec des produits à ses couleurs toujours plus surprenants. Et cette fois-ci, c'était aux consommateurs eux-mêmes de choisir quel serait le prochain produit culte de l'enseigne. C'était simple. Il suffisait d'écrire « Je veux » et l'intelligence artificielle générative proposait 3 versions. Il n'y avait plus qu'à choisir ou recommencer à l'infini. Et c'était pas tout. Les internautes pouvaient voter pour leur coup de cœur ou encore partager leur création. Ils pouvaient aussi s'inspirer des influenceurs qui rivalisaient de créativité et d'humour pour mettre en avant Lidlize sur TikTok et YouTube. Résultat, un carton. 1,7 million d'objets Lidlisés. 260 000 visiteurs uniques en seulement 3 semaines d'opération. Un vélo grandeur nature a été réalisé pour le gagnant et 3 internautes ont remporté 1 an de courses gratuites grâce à leur création. Le projet Lidlize a ainsi permis de renforcer l'image fun et innovante de Lidl. Mais aussi d'attirer une cible plus jeune. Et de transformer l'engagement digital en trafic en magasin. Tous ces produits générés sont une mine d'or pour Lidl pour imaginer ses futures collections aux couleurs de l'enseigne. Comme quoi, tout peut devenir culte avec Lidl. Avez-vous déjà eu un coup de cœur sur l'un de vos voisins? Ou bien un crush, comme diraient les jeunes? En tout cas, 43% des Français l'ont déjà vécu. Et si l'endroit où l'on vit influençait nos chances de trouver l'amour? C'est à partir de cette idée que Se Loger et l'application de rencontre Appen ont imaginé Crush Zone, une collaboration originale lancée stratégiquement pour la Saint-Valentin. Crush Zone repose sur un croisement inédit de données. Se Loger a identifié les quartiers avec le plus de célibataires, tandis qu'Appen a repéré ceux où les crushs étaient les plus fréquents. Résultat, une étude révélant aux célibataires lyonnais, parisiens et lillois les 3 rues où ils ont le plus de chances de rencontrer leur moitié. Et pour faire vivre l'étude, Se Loger et Appen ont misé sur un levier fort, le storytelling. Ils ont réussi à transformer une simple analyse de données en une histoire captivante dévoilée via un communiqué de presse. L'originalité de ce projet, associé immobilier et dating, a immédiatement suscité l'attention des médias. Et pour prolonger l'expérience, le jour de la Saint-Valentin, Se Loger et Appen ont organisé une distribution de chocolat chaud dans l'une des rues parisiennes identifiée comme la plus propice aux rencontres. Mais alors, où faut-il se rendre pour maximiser ses chances de rencontrer l'amour? Avis aux célibataires parisiens, 3 rues se démarquent. L'avenue Victoria, la rue Cardinet et la rue Pajol. Avec 29 retombées presse, le projet Crush Zone a permis à Se Loger et Appen de toucher une audience bien plus large que leur cible habituelle. Preuve qu'avec un bon storytelling, même la data peut faire chavirer les cœurs.
Merci beaucoup Christophe, Zoé, Yasmine, Léa, Marine et Chloé. Quelle est votre stratégie relationnelle préférée? La campagne Greetings from la banlieue, menée par Itch, la plateforme Lidlize, lancée par Lidl, ou encore l'opération Crush Zone de Se Loger et Appen? Cher public, cher jury, vous avez 30 secondes pour voter. Pour certains d'entre vous, notre observatoire de l'innovation commerciale n'est plus une nouveauté, puisqu'il s'agit de la 18e édition. Mais surprise, cette année, les étudiants du Master Distribution et Relations Clients ont animé un nouvel observatoire sur l'innovation produit. Nous vous invitons à en découvrir les tendances 2024, mises en lumière par Joya, Sarah, Léa, Christophe, Saomaï et moi-même. Chaque année, les industriels rivalisent d'ingéniosité pour innover. Mais en 2024, quelles tendances produits ont vraiment conquis les consommateurs? Pour y voir plus clair, nous avons interrogé 6 experts, plongés au cœur des véritables succès de l'année. À vous, Christophe. Tout d'abord, quelles sont les cibles des industriels? Selon la Commission européenne, 16% de la population mondiale vit avec un handicap. En parallèle, l'Europe comptera davantage des personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 15 ans. Les experts conseillent donc de mieux comprendre les besoins de ces marchés qui ont été oubliés alors qu'ils ont un fort potentiel économique. Par exemple, Mattel a décidé d'adapter ses jeux de société pour les rendre accessibles aux daltoniens en intégrant des symboles. Mais se recentrer sur le qui, c'est aussi penser à l'ultra-personnalisation. Considérer chaque consommateur individuellement pour réussir à le toucher malgré la sursollicitation. La marque Juste Paris a misé sur un shampoing personnalisé jusqu'à l'étiquette. Comment? À partir de vos réponses à un questionnaire en ligne, la marque s'engage à formuler une recette cosmétique unique répondant aux besoins de vos cheveux. Et maintenant, passons à la prochaine tendance de l'année. Léa, est-ce que vous m'entendez? Oui Christophe, alors pour s'adapter aux consommateurs, il faut aussi prendre en compte les nouvelles tendances de consommation, dont une qui n'a pas dû vous échapper, les consommateurs veulent plus de végétal. Et la vraie différence en 2024, les produits végétaux ne sont plus des substituts ultra transformés qui recopient le goût de la viande, mais des alternatives qui valorisent les ingrédients végétaux, à l'image de Fleury Michon, qui n'a pas voulu copier son jambon, mais valoriser le pois chiche. Pour conclure, nous pouvons dire que ce produit a été en partie éco-conçu. Laurane, peux-tu nous en dire un peu plus ? Merci Léa. En effet, l'éco-conception a été au cœur des débats en 2024 avec un cadre législatif plus contraignant. Donc cela consiste à améliorer la performance environnementale des produits tout au long de leur cycle de vie. C'est attendu par les consommateurs, mais les industriels doivent développer massivement les alternatives éco-conçues pour que les coûts de production se rapprochent de ceux actuellement pratiqués. Je me trouve actuellement dans le rayon pain de mie où on peut retrouver la marque La Boulangère qui a dû faire appel à une start-up bretonne pour mettre sur le marché en 2024 ce sachet compostable. Le sachet a nécessité 10 ans de recherche et développement pour concilier l'éco-conception à la préservation de la fraîcheur du produit. Cela reflète la complexité du sujet. Et maintenant, place à un sujet plus sentimental avec Joya. En cette période difficile, les industriels ont la possibilité d'apporter du réconfort avec des produits qui rappellent le passé. En 2024, le rétro est partout et il fait sensation. Les marques l'ont bien compris et remettent au goût du jour des classiques comme Polaroid avec des designs rétro qui nous transportent instantanément. Un clin d'œil au passé, mais avec un pied fermement ancré dans le futur. Toujours plus d'émotions, les plaisirs réconfortants gagnent du terrain. On pense aux options de snacking premium comme la glace au Nutella. Une montée en gamme des bouchées sucrées et salées s'impose en rayon, portée par la déstructuration des repas et les nouvelles habitudes de la Gen Z. Et vous, monsieur, pourquoi achetez-vous ce produit? Je l'ai vu sur TikTok. Et pour finir, comment ne pas parler d'un sujet majeur qui nous préoccupe tous, l'IA. Elle est partout, même dans nos objets du quotidien. Mais est-ce réellement une révolution ou un simple gadget? Aujourd'hui, elle ne se limite plus aux écrans, elle apprend de nos habitudes pour rendre nos objets plus intelligents. Par exemple, Samsung
intègre de l'IA dans toute sa gamme électroménager bespoke. Son frigo suggère des recettes, optimise la conservation et anticipe vos besoins. Le lave-linge Samsung, lui, ajuste les cycles selon votre consommation d'énergie. Même les courses évoluent. La start-up française Knap a conçu un chariot intelligent qui scanne vos achats en temps réel et détecte les fraudes. Ainsi, l'IA redéfinit notre quotidien. La question n'est plus de l'adopter, mais de savoir comment la maîtriser. Ultra-personnalisation, végétale, éco-conception, rétro, plaisir et intelligence artificielle. Mais alors, tendance durable ou simple effet de mode? Une chose est sûre, les consommateurs, eux, ont le dernier mot. Affaire à suivre. Il est maintenant temps de passer au dernier vote de la soirée dans la catégorie des innovations vertes. Cette année, les étudiants ont redoublé de créativité pour vous offrir des innovations qui sensibilisent, responsabilisent et impliquent différents acteurs. Je laisse la parole à Sarah, Laurane, Marine, Chloé et Camille. Honnêtement, qui connaît encore un jeune entre 12 et 25 ans qui regarde la télévision régulièrement? Alors je n'ai rien contre Plus belle la vie, mais les chiffres parlent. Ce n'est plus avec les canaux traditionnels que nous pourrons toucher les citoyens de demain. Pourtant, le ministère de la Transition écologique a besoin de sensibiliser les jeunes à l'infotri. Il a alors pris les devants avec un moyen de communication au cœur de la vie sociale des jeunes, le gaming. C'est ainsi qu'est né le jeu Triathlon sur Fortnite, en collaboration avec les agences Dentsu et Gamers Origin. Dans ce jeu, les joueurs sont projetés dans une ville ensevelie sous les déchets et ont pour mission de la sauver. Et pour ça, ils vont passer par 3 étapes. Première étape, les joueurs ramassent et trient les déchets grâce à l'infotri. Deuxième étape, ils doivent déposer les déchets dans les bons points de collecte. Enfin, troisième et dernière étape, les joueurs conduisent un camion de tri spécialement conçu par l'équipe projet, ce qui crée surprise et exclusivité. Ce jeu colle de A à Z au code de Fortnite et offre un storytelling poussé. Et pour aller jusqu'au bout de l'expérience, le ministère a mis en place un jeu concours avec des consoles reconditionnées à gagner. Le ministère a réussi à recruter plus de 61 000 joueurs de novembre à février. L'équipe a battu des records sur Fortnite en captivant ses joueurs pendant environ 43 minutes. Même les créateurs de contenu gaming et les joueurs expérimentés sur Fortnite étaient impressionnés par le niveau de développement du jeu. Ils sont désormais prêts à faire le tri dans la vraie vie. Triathlon, conçu en seulement 3 mois, est la première expérience gaming d'un ministère et pourrait être source d'inspiration pour d'autres acteurs publics. Aujourd'hui, nous faisons appel à tous les commerçants qui sont convaincus que la livraison par la route est le meilleur compromis. Nous sommes là pour vous annoncer que ce n'est plus le cas. Diviser par 6 l'empreinte carbone de votre livraison sans perdre en rapidité ni en rentabilité, c'est possible. Kiabi et Wipos l'ont prouvé. La livraison collaborative par train est la révolution du e-commerce. Simple, écologique et innovant. Plutôt que des camions polluants, vos colis vont voyager en train. Les voyageurs, eux, deviennent des livreurs engagés le temps d'un trajet. Et pour le dernier kilomètre, place à la cyclo-logistique. Concrètement, à Lille, Kiabi centralise ses colis pour Marseille. Ensuite, Wipos les regroupe en sacs optimisés pour un voyage en train. Avec l'application Wipos, un voyageur effectuant ce trajet est identifié. À l'aide d'un QR code, il retire son sac dans un point relais en gare, le transporte jusqu'à Marseille et le dépose à son tour dans un point relais à proximité. Enfin, un coursier à vélo prend le relais pour la livraison au client final. Résultat, un acheminement rapide, propre et collaboratif. Pour Kiabi, une livraison aussi rapide qu'un Colissimo, 1,87 jours en moyenne pour une première tentative.
Comme quoi, il y a encore des trains qui arrivent à l'heure, mais surtout une réduction de 83% de l'empreinte carbone de la livraison. Et en plus, les voyageurs en profitent aussi, avec jusqu'à 10 € remboursés sur leur trajet. Plus qu'une initiative RSE, cette collaboration prouve qu'il existe un modèle viable où écologie et business avancent ensemble, main dans la main. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de trouver un rayon des produits périmés. Agaçant, n'est-ce pas? Clairement. Mais pour les distributeurs, gérer les produits à date courte est une véritable corvée. En plus, ça engendre un fort gaspillage alimentaire. Et son coût, c'est environ 2% des ventes des distributeurs, l'équivalent de leur marge nette. Mais heureusement, Too Good To Go a la solution. Vous connaissez tous l'application pour les consommateurs. Aujourd'hui, découvrez l'application pour les distributeurs, Too Good To Go Platform. Elle fournit aux employés de magasins un reporting quotidien des produits dont la date d'expiration approche. Et pour chaque produit, elle leur propose des recommandations personnalisées de 3 types. Par exemple, à J-3, l'application génère une remise à coller sur le produit. Elle est calculée par intelligence artificielle en fonction du stock et de la météo. À J-1, l'application recommande d'intégrer directement les produits à un panier surprise de la marketplace Too Good To Go. Et hop, en quelques clics, le produit est ajouté à un panier surprise et le tour est joué. Enfin, le jour J, l'application propose une alternative solidaire grâce à des dons à des associations. Mais à votre avis, combien de produits sont sauvés grâce à cette solution? Eh bien, ce sont en moyenne 3000 produits par mois et par magasin qui évitent la poubelle. Grâce à l'application, seulement 5% des références sont à vérifier, ce qui représente un gain de temps d'1 heure par jour et par employé. Et cette solution est très rentable, puisqu'un retailer majeur a obtenu un retour sur investissement supérieur à 20. Et pour l'avoir testé, on vous garantit que c'est simple et efficace. Contrairement aux autres solutions, Too Good To Go Platform capitalise sur sa marque et transforme les invendus en opportunités grâce à sa solution 3 en 1. Merci beaucoup Sarah, Laurane, Marine, Chloé et Camille, qui, du triathlon mené par le ministère de la Transition écologique, de la livraison collaborative par train initiée par Kiabi et de la plateforme Too Good To Go, vous avez le plus convaincu. Vous connaissez le principe, c'est très simple. Rendez-vous sur le lien pour le dernier vote de cette soirée. Vous avez 30 secondes. Vous êtes nombreux ce soir à avoir fait partie du master, nombreux à rester fidèles à notre réseau d'alumni, nombreux à nous soutenir à travers des partenariats et nous vous en remercions. Puisqu'une vidéo vaut 1000 mots, cher public, cher jury, nous vous proposons maintenant de découvrir les temps forts de l'année 2024-2025 du master distribution et relations clients, ses missions et ses projets au quotidien.
Nous arrivons à un moment fort de cette cérémonie. Comme vous avez pu le voir, nous sommes un master uni et engagé. Et chaque année, nous sélectionnons le prix Coup de cœur solidaire pour mettre en avant un retail responsable et solidaire. C'est avec plaisir que nous invitons Cériline et Joya à venir nous présenter le lauréat de l'innovation de l'année 2024. Le Ritz Paris, c'est le symbole du raffinement et de l'élégance à la parisienne. Il est à l'initiative d'une collaboration inédite avec la Fabrique Nomade, une association solidaire. Le concept, transformer ces fragments de vaisselle brisés en une collection de bijoux exceptionnels. Chaque bijou, qu'il s'agisse de collier, de bague ou de bracelet, est une œuvre d'art qui fusionne l'histoire du Ritz et un savoir-faire moderne. Ces pièces ne sont pas seulement des accessoires, elles portent en elles des histoires de résilience et de renouveau. Les fragments de porcelaine brisés ont été confiés à des artisans réfugiés qui sont venus de différents horizons comme la Mauritanie, le Sri Lanka, l'Iran et l'Ukraine. Le résultat, une collection capsule de 40 pièces uniques exclusivement disponibles au Concept Store du Ritz Paris. Et ce n'est pas tout. 100% des bénéfices sont reversés à la Fabrique Nomade, soutenant ainsi l'insertion de ces artisans réfugiés. Eux, qui ont tout quitté, rêvaient de retrouver leur art, leur passion. Grâce à cette initiative, ce rêve est devenu réalité. À travers chaque pièce, vous ne portez pas seulement un bijou, vous portez leur courage, leur histoire, leur renaissance. Rien ne se perd, tout se transforme, même les rêves. Ce projet prouve que le véritable luxe est celui qui porte un message profond. Un luxe éthique et humain qui allie tradition, innovation et responsabilité. Merci Joya et Cériline, et encore bravo à l'Hôtel Ritz et à la Fabrique Nomade pour cette belle innovation solidaire qui a fait chavirer le cœur du master. Vous pouvez désormais scanner ce QR code pour télécharger le livre blanc de la cérémonie dans lequel vous retrouverez toutes les innovations et tendances présentées ce soir. Le moment que vous attendez tous est arrivé, place à la remise des trophées. Pour cela, on va appeler les gagnants de chaque catégorie. Les représentants des entreprises et les étudiants qui ont pitché les innovations seront invités à se rendre sur scène pour récupérer le trophée. Commençons par la première catégorie, les services d'aide à la vente. Déjà, un grand bravo aux 6 étudiants pour leur travail, on peut les applaudir. Place maintenant aux résultats. Un grand bravo à Darty, qui remporte le trophée de cette première catégorie avec son innovation Les avis longue durée, portée par Laura et Iman. Vous pouvez venir sur scène récupérer votre trophée. Darty, vous pouvez aussi venir récupérer votre trophée.
la catégorie des concepts de vente, déjà un grand merci aux étudiants, on peut les applaudir. Maintenant, passons aux résultats. Le lauréat dans la catégorie concept de vente 2024 est attribué à Carrefour pour son innovation du magasin Handy Accessible. Bravo à Manon et Salomé. Place au résultat de la troisième catégorie, les opérations commerciales. Encore merci aux étudiants pour leur travail, on peut les applaudir. Roulement de tambour. Et un grand bravo à Transavia qui remporte le trophée de cette catégorie avec son voyage à gratter, porté par Jeanne et Zoé. Dans la catégorie des stratégies relationnelles, merci encore aux étudiants pour leur travail. On peut les applaudir. Maintenant, place aux résultats. Un grand bravo à Itch, qui remporte le trophée de cette catégorie avec son innovation. Passons à la cinquième catégorie, les innovations vertes. Un grand merci aux 5 étudiantes pour leur travail, on peut les applaudir. Sans plus de suspense, nous félicitons Too Good To Go, lauréate 2025 avec son innovation Too Good To Go plateforme, portée par Sarah et Camille. Et pour terminer, et sans surprise, un grand bravo à l'Hôtel du Ritz et la Fabrique Nomade pour leur collection de bijoux upcyclés, une innovation portée par Cériline et Joya.
enfin, nous souhaitons appeler le bureau du Master 206 sur scène pour clôturer cette cérémonie. Nous laissons donc la parole à Zoé, Soukaina et Cériline. C'est en tant que présidente du bureau du Master 206 que je prends la parole ce soir, futur Master 343. Je me devais de conclure cette cérémonie. Rapidement, je vous le promets, un cocktail nous attend. Tout d'abord, nous voulions remercier Sylvain et son équipe de la régie, sans qui cette cérémonie n'aurait pas pu avoir lieu. Ainsi que Nicolas pour toutes les photos qui ont été prises de la cérémonie. Et enfin, nous tenions à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique, Julie Herman, Sarah Lasserie, Valérie Renaudin et Geoffroy Normand. Venez. Merci pour votre soutien, votre implication et votre passion qui nous motive à aller toujours plus loin. Et bien évidemment, en tant que vice-présidente du bureau du Master, il était inconcevable de ne pas remercier chaleureusement l'équipe SCOPS. Alors au nom du bureau, de l'équipe pédagogique, ainsi que de l'ensemble des étudiants, un grand merci à Manon, Luna, Laurane, Sarah et Guillaume. Leur dévouement et leur travail acharné, ils sont là, leur dévouement et leur travail acharné ont permis de faire de cette cérémonie un moment inoubliable. Alors un bel applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Pour finir, en tant que trésorière du bureau, et pour ne pas oublier le plus important, un immense bravo à l'ensemble des étudiants du Master 206 que j'invite tous à monter sur scène, qui ont fait preuve de rigueur et de créativité pour trouver des innovations commerciales tout le long de l'année. Et un grand merci également à notre responsable pédagogique, Isabeau Grisillon, que j'invite également à monter. Donc un grand bravo à vous et un tonnerre d'applaudissements pour vos accomplissements. Alors, le mot de la fin, ça y est, on y arrive. Nous espérons que les innovations et tendances présentées ce soir seront pour vous une source d'inspiration. Nous tenons donc à remercier nos étudiants d'avoir été aussi engagés toute l'année sur cet observatoire qui demande de la rigueur et du sérieux. Et puis surtout, Laurane, Luna, Sarah, Manon et Guillaume qui effectivement ont animé avec brio cette soirée et organisé tout au long donc, de l'année aussi cet observatoire des SCOPS. Merci à nos partenaires Bearing Point, LSA et Dauphine Alumni pour leur fidélité. Merci à vous, jury, pour votre confiance et votre participation. Et puis, merci à vous, public, sans qui toute cette aventure n'aurait pas de sens. Merci beaucoup. Nous vous attendons tous dans quelques instants pour partager un verre et échanger sur vos impressions après la photo finale avec le jury. Le cocktail nous permettra bien sûr de poursuivre nos discussions, mais aussi de découvrir l'offre de Maison Miam, qui est une start-up d'Antoine Moscardo, qui est membre du jury et ancien du master dont nous sommes très fiers. Donc merci à lui d'avance. Voilà, et puis nous voulions vous annoncer que le Master Marketing et Stratégie
avec une nouvelle maquette pédagogique à partir de la rentrée prochaine. Et donc les SCOPS vont aussi faire peau neuve en 2026, avec une édition qui sera évidemment pleine de surprises. Alors en fait, 120 étudiants seront mobilisés cette fois, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait assez nombreux cette année, pour vous faire découvrir le meilleur des innovations de 2025. Donc toujours plus nombreux, mais avec une rigueur inchangée et une passion du commerce évidemment intacte. C'est un défi que nous relèverons pour les 19 ans des SCOPS. Alors, nous invitons le public à démarrer le cocktail et surtout les membres du jury à monter sur scène pour pouvoir faire une photo tous ensemble, s'il vous plaît.